Bonjour à tous. En tout cas, je suis très content de faire cette présentation auprès de vous. Premier Meetup Best pour moi en tant que présentateur. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est omniprésent, qu'on utilise plusieurs fois par jour. Je ne parle pas des toilettes, bien sûr, mais on parle de quelque chose de plus sérieux. Du coup, qu'on ne voit pas, c'est les tokens. Et du coup, avant ça, je me présente. Je suis Richard Boilet, ingénieur back-end Node.js depuis 3 ans, 1 mois et 1 jour chez Equino. Voilà. Je vais amener les chocos la semaine prochaine, j'ai encore oublié. Et sinon, pour ma part, en dehors du dev, etc., pratiquant de muscu et de course à pied, si jamais vous voulez parler d'autres choses après la présentation. Et sinon, pour légitimer un peu ma présentation, même si j'ai peur de certaines questions, j'ai déterré mon mémoire de fin d'études sur l'utilisation des tokens et notamment des standards OAuth 2.0 et OIDC qu'on va voir aujourd'hui. Et la promesse dans cette présentation, là je disais Pareto, mais en gros c'est vraiment de vous apporter l'essentiel qui explique vraiment le fonctionnement global des tokens. Et donc commençons avant la mise en place des tokens, qu'est-ce qu'il y avait? Et on va rentrer dans une ère sombre des crédentiels. Et j'ai pris l'exemple d'une application Yelp qui existe encore aujourd'hui. C'est comme un TripAdvisor avec un réseau social intégré pour noter des commerçants, etc. Et voilà, petit impré-écran de l'époque, 2008, mais ce n'est pas celui-là qui nous intéresse, c'est celui-ci qui est plus célèbre, où Yelp a mis en place en gros une feature qui consiste à récupérer, en gros il nous proposait de retrouver nos amis en lui donnant accès à notre boîte mail. Du coup, il fallait donner email et password, ce qui est problématique parce que du coup, il a accès à autre chose que nos contacts. Et Yelp n'était pas le seul dans ce cas-là. Il y a d'autres applications, par exemple pour d'autres cas, comme ce client Twitter qui est TweetDeck pour accéder à Twitter. Mais également, une pépite que j'ai trouvée, c'est Mint.com, un agrégateur de comptes bancaires qui demandait donc les crédentials de nos comptes bancaires pour accéder, pour faire l'agrégation de données. Et sinon, voilà les problèmes qu'on observe via cette pratique. Lorsque, par exemple, on donne notre mot de passe à Yelp pour accéder à notre boîte mail, mais il a accès, comme j'ai dit tout à l'heure, pas uniquement aux contacts, mais à plein d'autres données, ce qui est problématique. Donc, il n'y a pas la notion de granularité, c'est-à-dire d'accéder à certaines ressources uniquement auprès de ce provider. Deuxième problème, c'est là j'ai pris l'exemple de Twitter, où il y a plein de clients qui étaient disponibles à l'époque, mais qui utilisaient du coup les mots de passe de l'utilisateur. La révocation des accès est très compliquée. Du coup, pour révoquer les accès, il fallait changer de mot de passe. Mais le problème, c'est que du coup, ça coupait les accès à toutes les applications qui avaient un mot de passe. Donc, il fallait remettre à jour, etc. Donc, ça devient très compliqué. Et le dernier problème, c'est celui de la confiance. Du coup, on espère que Mint ne va pas faire des virements en cachet ou autre chose avec nos coordonnées bancaires. Et également, il y a beaucoup de providers qui stockaient en clair ces données. Et beaucoup de ces providers se sont fait pirater et ont fuité des données importantes. Donc maintenant, on va parler enfin des tokens. Et comme Théo, on va partir sur l'étymologie du terme. Et du coup, le token, c'est quoi? Ça vient de l'anglais ancien pour désigner quelque chose, un signe, un symbole. En clair, c'est vraiment représenter autre chose comme un objet. Dans le monde réel, on en a plein d'exemples. Ticket de cinéma pour entrer à un endroit. Le casino, en ref à l'aléatoire, du coup, avec les jetons qui représentent une valeur monétaire et plein d'autres. Et dans notre cas, j'ai gardé le petit jeton de casino parce qu'il me plaît bien pour représenter du coup le token numérique et qui représente en gros un accès à quelque chose. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'ère sombre. Déjà à cette époque, il y avait plein de géants de la tech qui proposaient des solutions avec des tokens natifs propriétaires. Mais le problème, c'est que c'était pour protéger leurs données à eux. Et ce n'était pas quelque chose de standardisé. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il fallait refaire une implémentation pour pouvoir récupérer les tokens, etc. pour ces providers. Donc ça devenait très compliqué. Pour sauver tout ça, Blaine Cook, le lead développeur de chez Twitter, avec d'autres bien sûr, a créé un groupe pour commencer la rédaction d'un standard ouvert pour la définition de comment on doit gérer cette délégation des accès. Et en 2007 est née du coup une première publication de OAuth avec uniquement vraiment le cadre basique pour la mise en place
de cette gestion de tokens. En 2010, il y a la première version qui a vu le jour, et 5 mois plus tard, elle a été utilisée complètement par Twitter, qui a enlevé complètement les accès via credentials des utilisateurs. On a appelé ça l'eau de Calypse, parce que du coup, tous les clients à l'époque ne pouvaient plus utiliser Twitter via l'ancien système de credentials. Et du coup, Twitter a imposé vraiment le mécanisme de token avec OAuth. Finalement, la version 2 qui est très répandue et utilisée aujourd'hui est née en 2012. Et petite info du coup que je vais compléter plus tard, c'est OAuth 2.1, c'est la consolidation de 10 ans en gros de bonnes pratiques autour de l'utilisation des tokens. Et actuellement en draft depuis avril 2025 je crois. Et donc on va arriver au bout d'un an et normalement c'est un papier qui devrait être validé bientôt. Mais des géants de la tech déjà implémentent ce qui va être défini dans OAuth 2.1. Donc on arrive enfin en standard. Là pour l'instant je vais me baser sur OAuth 2.0 pour la suite. Et pour comprendre du coup ce standard, il faut comprendre qu'il y a 4 entités différentes qui interagissent entre elles. Donc on va voir. La première c'est nous les utilisateurs. Dans le jargon de OAuth ça s'appelle les ressources owners. Et donc c'est celui qui est propriétaire de la donnée en gros. Ensuite il y a le resource serveur, celui où les données sont stockées, qui gère ces données. Ensuite, il y a le client. Par exemple, tout à l'heure, j'ai cité Yelp. L'application, du coup, qui a besoin d'accéder au ressource serveur pour récupérer les données afin de fournir un service à l'utilisateur. Et dernière entité, qui est la plus importante et centrale dans OAuth, c'est du coup l'autorisation serveur. Et en fait, c'est le tiers auquel tous les autres acteurs accordent leur confiance pour du coup orchestrer la gestion du token. Donc pour mon exemple, on va essayer de corriger les erreurs de Mint. J'ai pris comme ressource serveur CIC et comme client un agrégateur connu aujourd'hui, Banking. Donc je vais juste expliquer un peu le scénario de base global pour que vous compreniez un peu comment ces entités interagissent entre elles. Et après on va creuser un peu plus. Donc l'utilisateur va utiliser Banking. Ce dernier va se diriger vers l'autorisation serveur liée à CIC pour demander un token en gros, pour accéder à CIC. L'autorisation serveur, du coup, il va se dire attends, je vais demander d'abord au propriétaire si est-ce qu'il t'accorde vraiment les accès. Si c'est le cas, alors l'autorisation serveur va générer un token qui va être distribué au client et ensuite il pourra les changer contre des données au niveau du ressource serveur. Donc voilà, ça c'est un peu le scénario global pour comprendre comment interagissent ces 4 entités entre elles avec comme support de délégation d'accès, c'est le token. Donc il y a plein de concepts à comprendre autour de OAuth 2.0. Les premiers sont donc les scopes et les consentements. Si je reprends ces 4 entités de base, du coup pour comprendre, en fait, le ressource serveur, j'avais dit tout à l'heure, il est composé d'un ensemble de ressources. Dans le cas de CIC, du coup, il y a des bénéficiaires, des comptes, des soldes, des transactions, plein d'informations liées à l'utilisateur. Et là, dans le cas de Banking, il souhaite uniquement accéder aux soldes et transactions. Pour cela, du coup, OAuth définit des scopes, c'est-à-dire des limitations de ressources serveurs pour qu'ils puissent accéder à certaines données. Donc Banking doit demander ces scopes à l'autorisation serveur, qui ensuite va demander à son tour aux ressources owners. Et là vient un écran qui est bien connu, que vous avez déjà tous vu, c'est les demandes de consentement. En gros, CIC va te dire Banking souhaite accéder à tes soldes et tes historiques, est-ce que tu lui accordes ces droits? Donc voilà, c'est le principe de consentement et de scope dans cette partie-là. Un autre aspect qu'on avait vu tout à l'heure, qui était problématique avec la diffusion des mots de passe, c'est la révocation des accès, qui ici est corrigée par OAuth. Donc lorsque l'utilisateur demande de révoquer l'accès à CIC pour que Banking ne puisse plus accéder, le CIC va demander à l'autorisation serveur, qui va se charger de révoquer le token utilisé par Banking, et ensuite Banking ne pourra plus accéder aux données de cet utilisateur. Voilà, et ensuite, pour la récupération des tokens, donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail de comment Banking va récupérer grosso modo le token. Donc on se focus sur Banking maintenant. Et pour cela, il y a différents flux qui existent pour récupérer les tokens. On appelle ça dans le jargon
OAuth, les grant types, grant pour désigner l'octroiement, donc du coup les différents types d'octroiement de tokens qui existent. Donc comment on obtient ces tokens? Il existe 5 grands types. Les 2 principaux qui sont recommandés, donc sont le plus connu et le plus utilisé, c'est l'autorisation code, où grosso modo l'autorisation serveur va nous donner un code en échange ensuite d'un token. Et c'est sur celui-ci qu'on va détailler ensuite. Et ça concerne en gros des utilisateurs finaux tels que nous qui vont utiliser Banking. Ensuite, il y a le client credential qui est plutôt un flow destiné à des API, des applications, des jobs, etc. Vraiment type machine. Et du coup, ça ne concerne pas les utilisateurs finaux. Ensuite, il y a un flow que je n'ai pas creusé du tout, que je ne connaissais pas avant de creuser pour la présentation, c'est le device code, qui permet en gros à des devices tels que des IoT ou des Smart TV de recevoir des tokens. Et ensuite, il y en a 2 autres qui vont être dépréciés par OAuth 2.1 dont je parlais tout à l'heure, et que je ne vais pas détailler ici. Mais juste pour l'anecdote, ici, le resource owner password, en gros, il viole un peu le principe de OAuth, parce qu'en gros, on récupère un access token en échange des credentials de l'utilisateur en fait. Du coup, c'est un peu curieux. Ensuite, si vous avez des questions, on pourra détailler pourquoi OAuth l'a mis en place, mais c'était drôle. Donc, on se focus sur l'autorisation code, du coup, le flow le plus utilisé. Et avant, pour comprendre bien comment ce flow est mis en place, il faut comprendre qu'il existe 2 canaux de communication pour la récupération des tokens. Il y a une partie, par exemple, qui se passe sur l'agent. Là, j'ai cité le navigateur surtout. Du coup, on parle du front channel, qui est assez problématique, parce qu'on connaît tous le navigateur. C'est un écosystème vaste où il y a des plugins, plein d'applications qui tournent, etc. Et du coup, plein d'informations peuvent être interceptées dans le navigateur. Donc, on ne va pas privilégier ce channel d'informations pour partager des données sensibles, telles que le token. Et ensuite, il y a le back channel, c'est vraiment le canal de communication où les serveurs vont dialoguer entre eux via des requêtes directes. Du coup, celui-ci est beaucoup plus sécurisé. Donc maintenant qu'on a en tête ces 2 canaux de communication, on va pouvoir détailler le flow d'autorisation code pour récupérer des tokens, dans le cas de Banking, du coup. Donc Banking, par exemple, s'il a une application qui tourne dans le navigateur, côté client, et aussi un back-end, côté back channel. Du coup, l'utilisateur, lorsqu'il va utiliser Banking, pour par exemple demander d'agréger ses données de CIC, Banking va le diriger vers l'autorisation serveur avec les consentements qu'on avait vus tout à l'heure. Tout ça se passe dans le navigateur, du coup redirigé dans la page d'authentification, puis ensuite l'autorisation serveur, une fois qu'il est logué et il a accepté les consentements, va envoyer un code. Donc ce code, il peut être intercepté à un moment donné, c'est pour ça qu'il n'y a pas le token qui est renvoyé. Et on va voir pourquoi le code, ce n'est pas grave qu'il soit intercepté. Donc maintenant, Banking a le code, et au niveau back-end, il va faire un appel du code. Et en fait, le back-end de Banking et l'autorisation serveur partagent un secret commun que seuls eux connaissent. Et c'est grâce à ça que l'autorisation serveur va distribuer ensuite l'access token via le back channel. Donc en aucun moment dans ce flow, le token est passé par le navigateur. Donc il ne peut pas être intercepté. Et si le code ici a été intercepté, en gros la personne ne pourra pas échanger le code pour avoir le token puisqu'il ne connaît pas le secret. Et il y a d'autres mécanismes en plus qui s'ajoutent qu'on pourra creuser peut-être ensuite via les questions pour sécuriser tout ce parcours. Mais voilà, en grosso modo, le principal moyen qui existe pour récupérer des tokens pour un utilisateur final. Petit effet, j'ai oublié. Mais par rapport aux problématiques que j'ai parlé tout à l'heure, les tokens ne permettent pas uniquement la délégation d'accès, ils permettent d'autres choses. Et pour comprendre ça, il y a 2 concepts qui sont importants à distinguer et qu'on confond souvent. C'est la nuance entre autorisation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, et l'authentification, c'est-à-dire qui je suis. Et en fait, les tokens permettent également de la délégation d'identification. Et souvent, on a eu déjà le problème quand certains d'entre nous, puisque la salle, il y a plutôt des développeurs, on met en place une application avec la mise en place d'un système de login maison. Il y a beaucoup de choses à gérer, vérification d'email,
reset de mot de passe, gérer les seconds facteurs, sécuriser l'enregistrement des données utilisateurs. Et du coup, c'est assez compliqué en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des providers qui le font déjà, tels que Google, Facebook, etc. Et c'est intéressant de pouvoir le déléguer. Sauf qu'avec OAuth 2.0, seul, on ne peut pas le faire. Et c'est là qu'intervient un nouveau standard, c'est OpenID Connect, abrégé en OIDC. En gros, on a OAuth 2.0 avec toutes les fonctionnalités qu'on a citées précédemment. C'est le cœur de OIDC. Il n'y a rien de nouveau qui est ajouté. Et OIDC, c'est une surcouche à OAuth 2.0 qui, en gros, pour résumer, ajoute la notion de ID token. Du coup, dans l'autorisation flow que je vous ai présentée tout à l'heure, on va récupérer en plus du token d'accès un token d'identité. C'est plus simple que ça. Et il n'y a pas d'ajout supplémentaire à part des routes, des endpoints qui sont mis en place pour loguer, pour récupérer des informations d'utilisateur ou logout facilement l'utilisateur. Et du coup, ça explique pourquoi maintenant sur plein de sites, on a du coup se connecter avec tel provider ou tel provider. C'est du coup de l'OIDC qui est mis en place derrière. Du coup, maintenant qu'on a parlé des différents standards qui définissent le cadre des tokens, maintenant on va parler du format, à quoi ça ressemble en fait ce token. Pour cela, un format qui est le plus utilisé, encore une fois, je me base vraiment à chaque fois sur les choses qui sont le plus utilisées actuellement. Il y a le format JWT que vous devez sans doute connaître. C'est tout simplement une chaîne de caractères divisée en 3 sections. Donc il y a le header, l'entête, le corps et la signature, qui contiennent tous une information importante. Concernant le header, il contient l'information de avec quel algorithme ce token a été signé. On va voir à quoi sert la signature ensuite. Ensuite, il y a le corps du token, qui là dans cet exemple-là, j'ai pris un access token, un token de délégation d'accès, et contient un certain nombre d'informations intéressantes, comme par exemple le EXP, c'est le temps, l'expiration, donc combien de temps on va expirer le token. Les scopes, ensuite, c'est les droits que ce token va avoir auprès du ressource serveur, et d'autres informations comme qui a délivré ce token et à qui il est destiné. Et on arrive finalement à la signature. Ce token, en fait, il est encodé en base 104, c'est-à-dire que toutes ces données sont en clair, peuvent être facilement visibles. Donc il ne faut pas mettre de données sensibles ici dedans. Et du coup, il y a une signature aussi qui est mise en place pour valider l'intégrité de la donnée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été modifiée en cours de route et également qu'elle est bien distribuée par la personne qui dit l'avoir envoyée. Donc la signature, c'est en gros, c'est un algorithme de clés asymétriques, de chiffrement de clés asymétriques avec du hachage qui concatène en gros le header et le payload du token. Maintenant, si on passe aux avantages JWT, c'est par rapport à d'autres formats de token qui pourraient exister, c'est qu'il est autosuffisant, c'est-à-dire comme on a vu dans le corps, il y a toutes les données qui sont nécessaires pour pouvoir l'exploiter. Il est vérifiable via la signature et du coup il n'y a pas besoin d'avoir une base de données associée au token pour savoir à quoi correspond ce token ou passer via le serveur d'autorisation pour effectuer la vérification. Et finalement, vu que c'est une chaîne de caractères, il est très portable, on peut le mettre facilement dans les requêtes HTTP pour que l'autorisation serveur puisse le recevoir et l'utiliser. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Concernant la conclusion et la promesse que je vous ai faite au début, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe grosso modo 2 types de tokens avec 2 standards qui les gèrent. Des tokens de délégation d'accès avec OAuth 2.0 et des tokens de délégation d'identité avec OIDC. Et toutes 2 partagent un format commun qui est JWT avec tout le contenu qu'on avait à l'intérieur. Et voilà. Et du coup, maintenant, vous comprenez un peu mieux qu'est-ce qui se passe quand vous donnez vos consentements à vos applications ou quand vous vous connectez via un autre provider. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions.